et l'homme. C'est à quel moment que ça a basculé justement? C'est quoi? C'est justement les religions monothéistes qui nous ont fait couper ce lien Ben, ils ont voulu aussi contrôler ça, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à avoir des filous autour de nous, Oui. donc ils savent que quelque part il faut bloquer les personnes à cette connexion. Et ça c'est beaucoup au niveau des tabous, d'imposer certaines règles qui vont bloquer le cerveau, donc l'ouverture d'esprit. D'accord? Et donc automatiquement, ce sont des zones énergétiques, parce que si on parle de tabou sexuel, on est donc de dire à des personnes tu ne feras pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. Moi je dis simplement, ces deux adultes consentants, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à dire ce qu'il doit faire. Donc, mais je vais bloquer ce chakra-là, cette zone énergétique. Après, je vais créer aussi des tensions. Donc, si on reprend tous les mots qu'on utilise, avoir un nœud dans la gorge, Ouais. dans l'expression, il y a un chakra qui se situe là, avoir l'esprit embrumé ou bien comme ça, donc c'est un chakra. Après, un poids sur le cœur, donc c'est un chakra. Donc, je vais créer des peurs, je vais bloquer le temple, le corps, donc automatiquement, et là on comprend aussi encore une fois dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est vraiment pour moi un truc scientifique, ils disent l'agneau qui va rompre les 7 sceaux. D'abord il faut rompre les 7 sceaux, l'Apocalypse commence par ça, donc il y a un livre donc avec 7 sceaux qui doivent être rompus. Ben, 7 sceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont les 7 chakras qui doivent être coupés pour laisser passer l'énergie, traverser, donc pour se reconnecter au grand tout, pour s'éterniser comme je dis. Et puis après, si on revient sur Walt Disney avec le conte de Perrault, Blanche-Neige et les 7 nains, Ah, oui. ben même Berenstain, il en parle. Il en a parlé, oui. Voilà, donc c'est une légende alchimique. Et les 7 schtroumpfs, là, ben, c'est rien d'autre que les 7 chakras, avec leurs caractères différents. Ah oui, Ils ont chacun. oui. Alors le grognon, Ben voilà, ils ont chacun un caractère différent. Chaque nain représente un chakra. Et ils sont dans la terre en train de faire le vitriol, donc des alchimistes. Ils sont en train de creuser la terre pour retrouver la pierre philosophale. Donc on voit bien que tout ça, ça a à voir avec. Donc c'est une connaissance qui est multiculturelle, qui est connue depuis la nuit des temps. Certaines élites ont ce savoir, ils savent comment on va contrôler les personnes spirituellement. Voilà. On me demande si vous connaissez la Nouvelle Atlantide. Alors moi je sais pas ce que c'est, la Nouvelle Atlantide. Helena, on me dit. La Nouvelle Atlantide. Non. Non, bon, Ça on me ne dit sait rien. pas, mon cher Athanor, je ne sais pas. Peut-être oui, mais comme ça, je ne peux pas dire directement. Alors, on nous demande aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience sur la méditation, la télékinésie et le voyage astral? Parce que vous avez testé vous-même, c'était sur vous-même? Ben, disons que moi, je suis théoricien. C'est-à-dire que donc, tout est Parce qu'on nous mental. dit, l'alchimiste, lui, fait l'expérience sur lui-même. Ah C'est ouais. ce que nous a dit Patrick de Ben si, l'Instanas. disons que je fais ce travail donc de vitriol sur moi-même, visite l'intérieur de ma terre à moi, donc de mon intérieur, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, c'est-à-dire de trouver mes défauts, entre guillemets, ma partie obscure, de l'avoir en face, de prendre conscience de ça, de l'accepter, etc. Donc ce travail, j'ai fait, mais maintenant, si on parle de méditation, style yoga, de transcendantal et tout ça, des expériences particulières, j'en ai pas encore fait vraiment. Moi, c'est vraiment très intellectuel, ou bien je suis vraiment sur une voie, on va dire, oui, j'observe les choses, mais maintenant, d'avoir fait maintenant même j'ai des personnes, je connais quand même des personnes qui sont allées même jusqu'en Amérique pour boire l'ayahuasca, pour faire justement le grand saut, etc. Moi, j'ai jamais expérimenté ces choses-là. J'ai aucun don particulier de médiumnité ou bien quoi que ce soit. Après, il y en a qui disent, sur la période que tu as fait, peut-être tu es quand même un canal sans le savoir, un channel. Je dis, écoute, moi je ne sais pas, pour moi, j'ai l'impression que ça vient de moi, mais c'est possible qu'il y a quelque chose voilà, qui m'aide. Je ne saurais dire. C'est-à-dire que, et après, tout ce qui concerne les expériences, donc même yoga et tout ça, ou bien méditation, non, ce serait bien d'en faire, quoi. C'est-à-dire, c'est peut-être une étape, mais comme actuellement j'ai encore des questions à me poser, etc., c'est peut-être dans 5-10 ans, je vais commencer peut-être à être plus dans la pratique de certaines choses. En tout cas, je vous conseille le Bwiti. Donc, c'est une forme allez, de religion, même si j'aime pas le mot, avec on va dire des rites et des coutumes qui descendent de plusieurs milliers d'années. Et donc, ça se passe au Gabon, pour ceux qui connaissent, avec les bogas, donc qui est une espèce de racine qu'on prend, et dans une cérémonie avec évidemment des gens qui sont complètement initiés. Et on fait, paraît-il, un voyage en rencontrant ses ancêtres. Et donc les gens que j'ai rencontrés qui ont fait cette expérience-là
je l'admets. Je les ai vus changer et adopter une forme de sagesse assez incroyable. Enfin, c'est ce que j'en ai retenu, quoi. Donc, non, je pense que mon rôle, à moi, justement, c'est pas forcément de posséder certains dons. ouais. Moi, je pense que c'est quelque part une sorte de lien entre justement des personnes qui ont des dons et des personnes qui sont complètement cartésiennes, qui ne veulent rien savoir de tout ça. C'est-à-dire, peut-être qu'on m'a même fermé, si on parle maintenant d'entités qui sont dans d'autres dimensions, on m'a fermé cette possibilité parce que sinon je serais trop là-dedans. Alors que moi, je pense comprendre certaines choses, par exemple le magnétisme, il y a des gens qui pratiquent le magnétisme, ils soignent, ils ne savent pas forcément ce qui se passe. Ils n'ont pas la théorie. Quelque part, parce que les rationnels, les cartésiens, ils veulent des trucs tangibles pour justement quelque part valider cette possibilité. Ouais. Donc moi je pense que c'est mon rôle un petit peu comme ça, en vulgarisant les choses, en essayant de comprendre. En simplifiant un peu. Simplifiant. D'ailleurs, c'est pas un peu, on va tomber un peu dans le simplisme des fois, parce que j'ai un petit reproche sur le livre. À un moment donné, par exemple, il y a quelques références où vous prenez des références, mais vous ne donnez pas les sources. C'est fait. Ben, parfois, je ne peux pas te citer de source parce que ça. Je dis pas que ça vient de moi. Ouais. Mais je ne saurais. On m'a dit, mais ce que tu as écrit là, il y a déjà telle personne qui l'a dit avant toi. Je dis oui, mais je ne l'ai pas copié chez lui. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, parce que bon, c'est aussi au début de ma conférence, je dis j'ai pas inventé la roue. C'est-à-dire, moi, je fais rien d'autre que de m'intéresser à plein de sujets. Je fais des liens entre certains sujets. Je fais des montages, donc c'est comme un puzzle, etc. Donc, et puis il y a plein de sujets, donc aussi à la fin des conférences, les personnes me disent « Ah, mais ce que vous dites là, j'avais déjà entendu parler de chakra, tatati. Par contre, la synthèse, ça c'est assez exclusif ce que vous faites, donc de rassembler tout ce puzzle. Et voilà, c'est pour ça que parfois les références, j'ai aucun souci si quelqu'un me dit « Mais ce que tu dis là, ça vient déjà de telle personne », je dis « Ben oui, ben bien sûr, mais… » On ne réinvente rien, c'est-à-dire c'est tout là et je ne peux pas référencer. Si j'ai une source, par exemple je parle de Patrick Bronsteiners, Ouais. je parle de, quand je donne des citations, je donne l'auteur de cette citation, etc. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit Ah oui, voilà, vous pensez quoi de l'utilisation des pyramides? Selon vous, ça servait à quoi? Parce que ça, on me l'a posé plusieurs fois la question. Ouais, mais C'est quoi? Ouais, enfin, si vous avez peut-être une idée, quoi. moi, j'ai une grande idée même. Je pense vraiment, alors parlons-en, alors une mais hypothèse. Surtout, on va aller sur le site de Gizeh, donc Ouais. là où il y a la grande pyramide de Khéops, soi-disant. Donc, et là, je rejoins comme les travaux de Grimaud, Oui. qui dit donc. Déjà il n'aura pas duré longtemps. T'as mis un truc? Voilà, donc de retour, petit problème de piles, ils sont habitués, voilà. Souci micro, attention les piles, voilà. Donc, les pyramides de Gizeh. Si. Il marche? C'est bon ça. C'est bon? C'est lui. C'est bon? C'est bon. Jacques Grimaud, il ne parle pas d'Égyptiens, etc. Il parle des constructeurs, les bâtisseurs de pyramides. Donc on va rester sur cette idée-là. On ne va pas maintenant essayer de trouver quand est-ce qu'ils ont été construits, Ouais. etc. Parce que là-dessus, déjà, on pourrait discuter. Voilà, Mais ce qui est clair, c'est que j'ai eu ça fait une paire d'années en arrière, donc j'ai vu un documentaire qui parlait de Nikola Tesla. Et à la fin du documentaire, il disait bien que certaines personnes prétendent qu'il aurait redécouvert le secret des constructeurs des pyramides, justement.
Et là, quelque part, ça me parle parce que si on prend maintenant la logique de certains, même on parle de physiciens, de personnes qui s'intéressent à ça, ils disent que sous les pyramides, donc il faut savoir que le Nil, avant que le canal soit créé, donc le Nil il était beaucoup plus proche de la pyramide qu'il est aujourd'hui. Et sous la pyramide, donc, on a des cavités, comme des grottes, mais des cavités où l'eau peut circuler. Et à travers des frottements, ça crée de l'électricité statique qui monterait, et cette électricité, elle va monter dans l'édifice. Et c'est pour ça que la pyramide, elle est construite avec 2 pierres différentes, donc 2 granits différents. La partie intérieure où il y a l'escalier, et après, on met par-dessus comme une espèce de chapeau qui empêche que l'électricité puisse sortir n'importe où. Donc, elle va s'accumuler dans l'édifice. Et là, on voit que le mot pyramide veut dire pyros, donc le feu, au milieu. Et le feu, c'est de l'électricité, c'est du feu malgré tout. Donc, et la pointe, le pyramidon qui se trouve au-dessus, il s'appelait l'électron. On l'appelle aussi l'électron, c'est de là que vient le mot électricité. Donc, après, on a une tour Tesla, c'est-à-dire, elle ne fait rien d'autre que de rassembler de l'électricité dans l'édifice, qui va être diffusée par le pyramidon, qui va rentrer dans l'atmosphère, cette électricité. Et nous, on peut utiliser cette électricité parce que notre corps crée de l'électricité. Là, on va aller dans le film Matrix, où à un moment donné, Morpheus, il dit à Neo, pour les robots, on n'est rien d'autre que ça, une pile électrique. Une pile électrique. Voilà. Donc notre corps produit de l'électricité, et donc automatiquement, on attire cette électricité vers nous, et j'ai simplement besoin de toucher l'objet avec des capteurs, et l'objet va s'éclairer, parce que moi, j'attire l'électricité sur moi qui va, donc voilà. Et alors, par le plus grand des hasards, comme je dis toujours, quel est le symbole que les élites nous ont donné pour le symbole de haute tension? C'est un éclair, non? Mais c'est une pyramide jaune avec un éclair au milieu. Ouais. D'accord? Alors ils se foutent vraiment de notre figure, quoi, de notre gueule. Ils nous mettent devant le nez une pyramide avec un éclair au milieu, donc, et voilà, donc l'électricité, ça servait à créer de l'électricité. Comme on va retrouver dans des fouilles en Mésopotamie. C'est une centrale nucléaire en gros. Non, mais c'était un bâtiment, c'était pas un tombeau, c'était un bâtiment fonctionnel. Donc voilà, et la vallée des rois, là où on va retrouver les tombeaux, c'est bourré d'hiéroglyphes et tout ce qu'on veut, alors que là-dedans, il n'y a rien. En fait, voilà, mais ce serait l'équivalent d'une centrale électrique, quoi, quasiment. Oui, mais de l'énergie libre, et puis qui n'est pas dangereuse, et voilà, c'est l'énergie Tesla. En revanche, ce qui modifierait le sens de l'histoire, c'est que donc des civilisations anciennes... Non, mais plus anciennes. Voilà. Ouais. On a retrouvé en Mésopotamie des piles électriques. Oui, le fameux speed de Bagdad. Voilà. Ou une fois, j'ai vu un truc sur YouTube, là, on voit vraiment la bêtise humaine. C'était un archéologue anglais. Il disait, oui, mais il faut que vous imaginez que les prêtres babyloniens, ils avaient ce pot, ils faisaient cet assemblage dans leur temple, c'était un rituel, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Alors je me dis, attends, un archéologue comme ça, moi je voudrais, où est ton diplôme, mange-le. Hein, parce que tu ne vas pas me dire que ces gens-là, ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Ils avaient déjà des piles électriques, et qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ils mettaient une fine couche d'or sur des métaux qui n'étaient pas précieux, enfin c'était pas de l'or, donc ils faisaient par piézoélectricité, ils mettaient une légère couche d'or par-dessus, mais ils faisaient aussi probablement, et ça c'est aussi une idée, de l'argent ou de l'or colloïdal. Ils connaissaient déjà les vertus de ces liquides-là, donc je vais avec une légère tension, je vais dissoudre la molécule d'argent ou d'or dans de l'eau qui va se mélanger à la molécule eau, et ça a des vertus thérapeutiques. Et ça tue toutes les bactéries, on en et avait voilà, parlé. L'argent colloïdal par exemple, et l'or colloïdal qui est bon pour les os, pour le cerveau, etc. Oui. Oui, non, c'est vrai. Alors le chiffre 33, alors oui, ça vous en parlez beaucoup aussi du chiffre 33. Vous dites que c'est un chiffre un peu magique, c'est le dernier chiffre dans l'échelle. Alors c'est un chiffre qu'on connaît évidemment pour... Les Chines, c'est la colonne vertébrale quand même, malgré tout. Voilà. Ouais. Je dirais que c'est surtout ça, c'est-à-dire si on reste toujours dans la même logique. Ouais. À partir du moment où on se dit que la légende du Christ, c'est une légende alchimique, de purification de l'être intérieur, c'est-à-dire, mais vibratoirement bien sûr, on est toujours dans les vibrations, on est dans un monde qui est fait d'ondes et de vibrations, notre corps est composé de ça, donc automatiquement, il y a c'est une échelle, donc on pourrait dire aussi l'échelle de Jacob, etc. Donc c'est vraiment d'accéder à cette fameuse glande pinéale qui est quand même, bon, c'est ce que j'ai lu aussi,
il n'y a pas de secret, que la glande pinéale, qui est quand même très petite, mais elle aurait une espèce de liquide à l'intérieur qui est très proche à des cristaux liquides comme ça. C'est comme une sorte une pierre précieuse, on va dire, mais sous forme liquide quelque part, d'accord. Et puis même, donc, et c'est la qualité aussi. Bien sûr, c'est là qu'après on va rentrer de nouveau dans le monde de la conspiration, puisque soi-disant le fluor qu'on intègre en nous à travers les dentifrices, mais aussi le chlore, etc., ça va polluer la glande pinéale, et c'est comme une sorte d'antenne qui nous permet justement c'est la petite antenne qui nous permet d'accéder à une autre dimension quelque part. Ouais. Donc là, on voit que dans le symbolisme, ce serait ça. C'est-à-dire les 33 étages, 33, donc le Christ, il meurt à 33 ans, bien sûr. Il meurt à 33 ans. Voilà, donc on il y a a tout les 33 degrés de la franc-maçonnerie. ils vont utiliser après tout ce symbolisme. Ouais. Donc c'est eux qui récupèrent, voilà, direct, ça Sainteté me l'a dit, oui. C'est eux qui récupèrent un peu ces symboles, ou c'est... Ouais. C'est-à-dire, ils ont cette connaissance finalement, ils ont une connaissance. Mais alors, c'est quoi cette connaissance? Ça me fait penser un peu aux prêtres égyptiens, dont on prétend qu'ils gardaient justement une partie de la connaissance qui n'était accessible qu'à quelques initiés. C'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à cette connaissance. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans le même système finalement, que cette connaissance réservée à une élite. Tout à fait. Que c'était encore plus dur d'être initié finalement. On est à Paris, donc si vous prenez en plein cœur, au plein milieu de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le relief qui est là, que Patrick il vous a parlé, donc l'alchimie, elle est soit appelée la philosophie ou l'alchimie, donc on voit une dame assise sur un trône, d'accord. Elle tient un sceptre dans la main, dans l'autre main elle a 2 livres, un livre ouvert, un livre fermé. Elle a au-dessus de sa tête de l'eau, il y a de l'eau dans l'air, donc comme dirait Patrick, bien sûr, 2 livres, un livre pour le peuple, celui qu'on peut lire, et derrière le livre fermé pour les initiés qu'eux ils se réservent quelque part, parce qu'encore une fois, là-dedans il y a toutes les clés. Il y a les clés du bien-être, il y a les clés de la guérison, les clés de tout ce qu'on veut. Vous cassez un peu, votre but c'est vraiment ça, c'est casser, on va dire, ce monopole d'élite, parce que c'est un monopole. D'ailleurs, eux, leur enseignement, comment on peut imaginer qu'il soit cet enseignement de cette connaissance? Qui le transmet aujourd'hui à ces gens? Moi, je ne suis même pas sûr qu'on en ait une grande quantité qui ait toute cette connaissance quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont tous des brides quelque part. Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont très érudits, qui ont énormément de connaissances. Mais voilà, et après, comment ils se le transmettent? Voilà, ça a toujours été de la même manière. C'est-à-dire, on a les légendes, bien sûr, qui vont véhiculer toute cette connaissance. Parce que même les contes, comme dit aussi Patrick Björnsteinas, donc les contes étaient une façon de véhiculer toute une connaissance hermétique, mais les légendes grecques, égyptiennes, c'était de la même façon. C'est plus facile de transmettre une connaissance à travers une légende, mais après je sais qu'il faut que je décode tout ça, que maintenant d'écrire un livre très complexe, je veux dire. Donc c'était une manière. Après on a la Renaissance, par exemple, les peintres, qui vont faire des tableaux aussi, vont mettre des clés donc, dans les œuvres. Bon, après, on a des auteurs à travers le temps qui sont initiés, comme par exemple, je parle aussi de Bram Stoker, qui a créé Dracula, donc la légende de Dracula. Il n'a pas inventé une histoire, là. Il nous parle vraiment de l'alchimie, encore une fois, dans cette légende. On voit toujours ce personnage comme un monstre, etc. Comme par hasard, il a une cape noire et rouge, et il a le col blanc, il a les couleurs de l'alchimie. Il veut vaincre la mort, donc quelque part. Et il faut savoir que Bram Stoker, quand il a écrit Dracula, il avait une personne à ses côtés, à la loge du Golden Dawn, donc voilà, donc il y avait donc Aleister Crowley. Aleister Crowley, qui est un grand sataniste. Voilà, bon, c'est un occultiste, une personne occultiste, donc de nouveau faire la différence entre sataniste et occultiste. Pour le coup, Aleister Crowley était quand même... Il était un petit peu bizarre, oui, c'est clair, on est d'accord là-dessus. Dans des choses bizarres. Voilà, mais il disait, il est interdit d'interdire, donc quelque part, il parlait aussi de cette liberté de penser comme on veut, quelque part. Après, qu'il ait fait des singeries, ça c'est indéniable. Il semble-t-il, il était... Mais son livre de chevet... non, je crois pas lui. Hein. Lui, c'était de Churchill. Ah bon? Hitler, c'était Franz Bardon, un Allemand. Ou bien, bon. Mais lui, il était conseiller, soi-disant, de Churchill, que c'est lui qui aurait dit à Churchill de faire lever pour casser le symbolisme des nazis. Ah, le symbolisme des nazis. Voilà, on est dans de la magie rituelle. On est dans le franc-maçon contre Mais ce que je veux dire par là, c'est que son livre de chevet à lui, c'était le livre des morts de la légende d'Osiris.
un mort-vivant. Il faut bien savoir que Osiris, c'est un zombie. À partir du moment où il est découpé en morceaux, qu'on va recomposer son corps, il est mort. Mais un mort-vivant, c'est-à-dire il a la couleur verte, qui est la couleur de la putréfaction, aussi de la sagesse quelque part, mais c'est aussi un zombie. Il est dans des bandelettes blanches, c'est la momie. Donc, et qu'est-ce que Dracula? C'est un mort-vivant. Donc on voit bien le lien entre la légende d'Osiris et Dracula. Les couleurs de l'alchimie, Dracula qui est dans un cercueil, parce que avant que Seth essaye de se débarrasser de son frère en le découpant en morceaux, il va créer une espèce de coffre et il va dire à son frère de se mettre, il avait serti de diamants et de pierres précieuses, grimpe dans ce coffre si tu rentres dedans. Il avait fermé le couvercle, il l'avait balancé à l'eau. Donc on a tous les symboles qui reviennent. Donc c'est la légende d'Osiris, la légende de Dracula. Et c'est quoi, c'est transmis cette légende, c'est-à-dire c'est passé des Égyptiens jusqu'aux Romains, etc. Ouais. Réinterprété et puis. Mais alors, si on fait le lien là, comme on dit, avec cette connaissance occulte, les familles, elles seraient encore en place, c'est-à-dire les monarchies européennes, donc ce seraient des descendants des pharaons. Oui. Quelque part, eux, ils ont une possibilité de retracer très loin leur arbre généalogique et tout ça, ils savent d'où ils viennent, pas comme nous, hein, nos fils de fermiers ou je sais pas quoi, donc nous c'est plus possible, mais eux ils ont une possibilité quelque part. Après il y a aussi des monarchies qui sont des monarchies polychinelles là, qui ont été créées il y a quelques siècles en arrière. Hein. Voilà, mais il y a des grandes familles, et la nôtre aussi où j'habite, donc c'est une famille. Oui, la famille de Luxembourg, elle est très connue. Justement, un petit mot quand même sur cette famille luxembourgeoise. Parce qu'il y a une grande famille, le duché du Luxembourg. Il y a un grand-duc, voilà. Moi je suis le petit-duc. Le petit-duc. Le grand-duché du Luxembourg. Ouais. Parce que moi j'ai travaillé pour une compagnie aérienne luxembourgeoise, ça s'appelle Luxair. Ah oui, bien sûr. Voilà, et cette compagnie, il y avait un ordre de la compagnie, une procédure de la compagnie, c'est que tous les membres de la famille royale voyagent gratuitement. Voilà, ils ont plein d'avantages, c'est comme ça, et puis on les a, et puis on peut pas les... Mais c'est quoi, le Grand-Duché, c'est quoi, c'est une monarchie, oui, mais ils ont... Il n'a plus trop de pouvoir, c'est honorifique. Oui et non, c'est-à-dire que normalement, sur le plan politique, au Grand-Duché, ils signent ce qui a été décidé à la Chambre des députés, donc voilà, ils signent et c'est tout, mais quelque part, ils représentent le pays, bon, ça a plus de valeur, on va dire, un monarque, que peut-être un président, quelqu'un qui a été comme ça, parce qu'il représente toute une histoire derrière lui, mais ça nous coûte beaucoup plus cher aussi quelque part, parce que c'est toute la famille qu'il faut, et puis après on a toujours les mêmes, je veux dire, quand il y a une réunion à Davos, il est quand même au premier rang, malgré tout. Hein. Ouais. Donc j'ai vu une fois une émission, un truc sur Davos, où il y avait le directeur de Nestlé qui présidait la réunion, et lui il était en première rangée, donc ce sont des gens qui ont quand même quelque chose à dire quelque part, mais ça on ne le sait pas, je veux dire... On n'a aucune idée. J'ai aucune idée de ses connaissances. Est-ce que c'est un homme qui a une... C'est pas une bête. Il est très intelligent parce qu'il est partout avec le nez devant. C'est-à-dire dès qu'il y a une usine qui ouvre, il va connaître le fonctionnement et tout. Il est toujours invité. Donc il doit avoir une très grande culture générale. Maintenant, est-ce qu'il a une grande culture ésotérique? Alors, en plus, vous avez dit le Luxembourg, la lumière dans le château, c'est ça? Luxembourg, oui, c'est ça. Lux, c'est la lumière, et bourg en allemand. Donc Burg, c'est un château. Ça veut dire ça, en gros, oui. La lumière dans le château. Maintenant, c'est un petit peu le luxe, parce que c'est un pays très riche. C'est plutôt le luxe. C'est plutôt le luxe, mais il est temps qu'on revienne vers la lumière, quelque part. Que les gens prennent conscience aussi qu'au Luxembourg, que ça ne peut pas continuer comme ça. Que d'un côté, on a... les riches et de l'autre côté de plus en plus de pauvres. Au Luxembourg, on ne le voit pas encore vraiment. En France, en Belgique, en Allemagne, on commence à voir vraiment la classe moyenne qui est en train de... C'est un des plus hauts niveaux du monde, le Luxembourg. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Et puis on est à fond dedans. Hein. On voit les maisons, les bagnoles et tout ça. C'est vraiment un pays où le pouvoir d'achat est très grand. Mais je dis, autour de nous, l'Europe, elle est en train de s'effondrer. Et quand le château de cartes va s'effondrer, ça m'étonnerait que nous on reste perchés là-haut. Hein. Donc et ça va faire plus mal aux Luxembourgeois. C'est un peu une rotule en plus, c'est entre trois, la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg. On a 500 000 habitants dans le pays et tous les jours il y a 150 000 frontaliers qui viennent travailler chez nous. Ouais, voilà, des Belges, des Luxembourgeois et des Allemands. Et des Français. Et des Allemands. Français, Belges, Allemands. Français, Belges, Allemands. Donc on passe de 500 à 650 dans la journée. Tous les jours. Donc je ne dis pas les routes. Hein. C'est énorme. Mais bon, voilà. Non, c'est un pays qu'on ne connaît pas trop, le Luxembourg. C'est un beau petit pays. Voilà. Allez à Luxembourg pour ceux qui sont pas loin, surtout nos amis belges. Les Belges en plus, on a beaucoup.
Alors, on nous dit, Alan, est-ce que vous pouvez parler de la gématria dans l'ésotérisme? La gématrie. Oui, moi je ne sais pas ce que c'est. C'était un truc que j'utilisais au départ, donc et dans mon premier livre, j'en parlais aussi encore, mais c'est trop... C'est trop complexe. Hein. C'est pas complexe, non. C'est simplement de transformer, si c'est la gématrie, donc c'est simplement de transformer un mot en une valeur. C'est-à-dire que, et pour ça il y a plusieurs tables, il y a la table de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. C'est-à-dire que je transforme le A par la valeur 9, je prends la table de 9, A égale 9, B égale 18, C égale 27, d'accord? Donc automatiquement, il existe même sur le net, on a un calculateur gématrique, donc j'écris mon mot, je mets ma table, je prends la table de 9, donc automatiquement il va me reconvertir mon mot en une valeur. Alors moi, ce que j'avais trouvé rigolo, c'était quand on écrit Jésus, non, Lucifer plutôt d'abord, parce que c'est plus rigolo, j'ai 666, mais quand j'écris Jésus, j'ai aussi 666. Et si maintenant on reste dans ma logique à moi, ben oui, si Jésus c'est Lucifer, c'est un porteur de lumière. Et comment est-ce que c'est possible si c'est pas les mêmes lettres? Ben justement, c'est ça ce qui est encore plus fameux. Si maintenant j'ai une anagramme, c'est logique que j'aurai le même résultat numérique. Si je prends l'image magie, mais c'est parce que justement une lettre va être plus petite et l'autre va être plus élevée et mon total va redevenir le même. Et c'est là que ça devient intéressant quand on fait des... Mais après, c'est trop hasardeux, je vous dis. Et donc, cette numérologie, on peut l'appliquer aussi, nous, avec dans la même logique que les prénoms, etc. On a une numérologie des chiffres qui pourraient nous porter plus bonheur que d'autres, etc. Enfin, peut-être. Il y a une espèce de mysticisme avec les chiffres. Quoi. Et est-ce qu'il serait lié justement à notre nom, notre prénom aussi? Disons que j'ai fait plein de calculs comme ça pour essayer de trouver des liens entre des mots, justement, parce que justement c'était aussi une façon de me dire, si j'arrive pas à trouver le lien direct, peut-être qu'à travers le nombre, j'ai après une banque de mots où je vais me dire, ah oui, mais maintenant je commence à comprendre le lien. Vous comprenez? Mais je trouvais que c'était trop hasardeux, parce que j'avais pas vraiment la clé. J'avais pas le livre qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait réellement. Parce que dans la Kabbale, on a exactement le même fonctionnement avec les lettres hébraïques, que chaque lettre... Ah oui, on nous en a parlé en plus de la Kabbale. Vous en pensez quoi en plus, la Kabbale, ça? Vous avez étudié un peu, non? Non, j'ai pas vraiment étudié la Kabbale, mais je sais que c'est très proche. On est toujours... C'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est que quand on parle maintenant de Wicca, quand on parle de magie des druides, quand on parle maintenant de chamanisme, de sorcellerie, de Kabbale, on est dans des rituels magnétiques, magiques, on est toujours dans la même logique quelque part. Et ça a un attrait avec l'alchimie spirituelle. Donc ça c'est un truc... qui est assez évident. Si vous prenez la roue de médecine des Indiens, c'est les trois couleurs de l'alchimie, le noir, le rouge et le blanc, et on rajoute encore le jaune, qui est, on va dire, l'or, et Mickey Mouse, comme par hasard, est blanc, rouge et noir, et les godasses, donc les chaussures de Mickey Mouse, après ils vont dire pourquoi ils nous parlent de Mickey Mouse, Walt Disney, franc-maçon et toute Blanche-Neige, donc l'alchimie, il a les mêmes couleurs que la medicine wheel des Indiens, quand on fait les rituels chamaniques et tout ça. C'est parce que la logique, c'est-à-dire, parce qu'on est sous une certaine forme d'hypnose, on est en train de faire le même travail, on va ouvrir une grotte, on va descendre, donc on a exactement les mêmes principes qu'avec le vitriol, les alchimistes, etc. Et donc la Kabbale et tout ça, ça aussi, ça rentre là-dedans. Alors, l'arbre des séphirotes et... Alors, oui. Ouais, on disait, un avis sur les reptiliens. C'est vrai que c'est crédible ou pas, ces tests de David Icke? Moi, franchement, j'ai du mal à... moi, je vous dis simplement une chose. Si vous savez que les reptiliens se nourrissent de nos peurs, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'en parler. Parce qu'en diffusant de l'information, imaginez une personne qui n'a jamais entendu parler de ça, qui est influençable, elle va commencer à avoir peur. Donc vous nourrissez les reptiliens. La prochaine fois que vous en rencontrez un, essayez de le prendre dans ses bras, dans vos bras et de l'embrasser. Il va vous fuir puisque vous allez lui envoyer de l'amour. Il faut arrêter. Vous comprenez? Donc, si embrasser un reptilien. Non, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire, on nous dit qu'ils sont sur la Lune, qui serait donc un satellite artificiel, et que là, ils seraient sous forme d'entité, pas forcément maintenant matérielle, ou bien parce que c'est, encore une fois, si on a le malheur de comprendre la physique quantique, que tout ont des vibrations, que nous voyons que ce qu'il y a dans l'arc-en-ciel, et on voit que certains médiums peuvent voir au-delà de l'arc-en-ciel, mais que la plupart des gens voient que l'arc-en-ciel, on peut s'imaginer qu'à côté de nous, il y aurait des entités
reptilienne ou je sais pas quoi, d'accord, voire même des êtres qui ont la possibilité de modifier leur fréquence vibratoire, d'accord, de nous donner l'image d'un humain et que derrière tout ça, il y aurait quelque chose d'autre. Mais encore une fois, je dis, si c'est vrai qu'ils se nourrissent de nos peurs, arrêtons d'en avoir peur. Aimons-les. Ils vont nous fuir comme si on aurait la peste quelque part. Parce qu'il y en a qui ont mis, c'est vrai qu'ils ont mis ça un peu, j'ai vu des petits montages comme ça, où c'est vrai qu'il y a des allusions qui sont faites dans la publicité, dans les films, dans certains Oui, c'est films. vrai. Et puis on comprend pas trop, c'est vrai. Où Et que dire de notre cortex reptilien? Oui, voilà, c'est peut-être justement là-dessus qu'on veut axer. C'est-à-dire que l'ego est placé, c'est-à-dire si on prend maintenant l'ego mal placé justement, parce qu'on dit il a l'ego mal placé, le but c'est déjà de le placer, de bien placer son ego. Bon, soit. Mais on a donc cette évolution de notre cerveau reptilien, mammalien, néocortex, que les personnes égocentriques, ils font plutôt travailler cette partie-là de leur cerveau, c'est-à-dire la survie, la descendance, le non-partage justement, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus donc égocentriques, le mot c'est ça, c'est tout pour moi. On parle toujours des larmes de crocodile, donc ça n'existe pas, c'est-à-dire ce sont des animaux qui sont plus froids entre guillemets, ils n'ont pas cette approche aussi douce que par exemple un mammifère auprès de son petit, donc ils pondent des œufs et puis après ils partent, je veux dire, il y a en règle générale. Pas tout à fait, parce que des fois, pour les petits crocodiles, la mer les prend... Oui, mais c'est pas forcément de la même façon que si on prend... Parce qu'il y a une évolution. Maintenant, si vous prenez un banc de lézards sur un rocher, ils sont en groupe, c'est pas pour être ensemble, c'est parce que c'est cette zone-là du rocher qui est ensoleillée. Mais les mammifères, ils ont vraiment ce besoin de rester en groupe. Donc il y a vraiment quand même une autre façon de... Et c'est peut-être ça qui est mis en avant, c'est-à-dire de dire... Parce qu'on a vraiment autour de nous des personnes qui sont très... égocentriques et voilà, des politiciens. Alors on me dit, est-ce que vous avez une connaissance entre les nombres premiers et la disposition des couches d'électrons des éléments du tableau périodique des éléments? C'est femme l'engrenage, dis donc, c'est des questions. Oui, non, mais chimie, je connais quelques, mais j'ai pas fait ça, non. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi une dernière question, parce que l'heure avance, hein, je vois, on s'en rend pas compte. On est déjà dépassé normalement la date. Alors, je peux plus remonter loin dans le chat, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'ils sont en train de faire des tests, et finalement, j'ai plus accès comme je voulais. Voilà. Je voulais revenir au message de tout à l'heure, parce que celui qui nous a parlé des Japonais, là, des Sotu-doku, là, il nous avait réexpliqué, mais bon, je retrouve pas le message. Et tant pis. Donc je voulais simplement dire éventuellement par rapport à mes conférences, les métanotes, donc tout simplement que comme il y a une connexion qui s'est faite maintenant, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Mais aucun problème. Et donc pour mes conférences, si les métanotes sont intéressés, donc qu'ils ont simplement, on va encore définir ce mot, donc ce code, ils auront simplement besoin de dire un mot particulier en venant aux conférences, ils auront une réduction sur l'entrée donc. Et aussi par rapport à mon livre qui va sortir, mon nouveau livre, la date je ne peux pas encore la dire exactement parce qu'il est en rédaction, donc en cours de rédaction, et je voulais vraiment livrer quelque chose de très abouti. Parce que disons que les autres livres, le premier livre c'était vraiment un brouillon, je ne savais même pas que j'allais écrire un livre, le deuxième il était déjà mieux, celui-là il est très bien déjà pour moi quelque part, mais celui qui va venir c'est vraiment la quintessence, on va dire, de mes recherches. Et donc aussi sur ce livre-là, mais tout ça sera expliqué aussi sur mon site que j'ai créé. Donc j'ai un site qui... Comment il s'appelle le site? Donc c'est www, bien sûr, point. 666 ça aussi d'ailleurs? Ça c'est pas de ma faute. Hein. Non mais il paraît, dans les lettres hébraïques, oui. Dans les lettres hébraïques, ça donne 666. Voilà, donc projet alpha, en un seul mot. Donc alpha, A-L-F-A. .com. ALFA, pas PH. PH, pas alpha avec un PH, donc ALFA.com. Et là, il y aura donc tout ce que je vous dis là pour les métanotes, surtout pour les métanotes. Donc parce que aussi pour vous remercier de m'avoir invité. Donc il y aura des réductions sur les conférences, sur le livre. Et voilà. Et ben voilà, vous êtes informés, donc projetalpha.com. Projetalpha.com. Voilà. Il y aura toutes ces informations. Projetalpha.com, parce que voilà, alors. Oui, voilà. Elle m'a remis Femme l'engrenage, ça m'a l'air beaucoup trollé. Oui, c'était la question, effectivement, que je disais dans la tradition japonaise, les dieux kami s'inspirent
inspire l'esprit des hommes par des mots, et en prononçant des mots inspirés par les kami, on fait se concrétiser les concepts. C'est le Kototama et le Kotodama. Voilà, et il nous a mis les transcriptions. Voilà. Enfin, c'était pour te préciser tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, et on se disait que chez les Japonais, il y avait pas mal de choses. Oui, Zach, le bonjour à la reine des reptiliens. Vous êtes fatigué, ça y est, c'est le week-end, vous vous lâchez complètement. Hein, et en fait, merci Alan d'être venu. Hein. Merci à vous. Donc tu pourrais pas nous faire, allez, je te tutoie, tu vois, c'est l'alchimie aussi, je sais pas pourquoi je tutoie beaucoup les gens hein, normalement dans l'émission. Méta TV, ça t'inspire quoi justement en alchimie aussi parce que... Métaphysique surtout, d'abord pour commencer, hein, le mot métaphysique, et puis que c'est génial d'avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer sur plein de sujets, parce qu'aujourd'hui on va dire que le net est l'alternative aux médias qui sont complètement contrôlés, donc vous faites un super travail d'inviter des personnes, donc en pouvant justement aborder des sujets tabous entre guillemets, donc par les élites, etc. Donc c'est génial ce que vous faites. Donc on fait sauter les tabous, on laisse passer toute l'énergie. Voilà, il faut, voilà. Et puis je vous dis, restez toujours dans une optique évolutive, donc pas révolution forcément, mais aussi évolutive, de surtout venir avec des solutions par rapport à, et pas tout le temps dénoncer les problèmes. Voilà, on les connaît, je veux dire, quelque part, voilà. Enfin, on les connaît, nous, surtout beaucoup de personnes qui sont sûrement sur Méta TV. Donc, après, à l'extérieur, c'est vrai que là, on est confronté à des gens, quand on leur parle, on parlerait au mur, c'est la même chose. Tellement il y a une incompréhension par rapport à ce qu'on peut leur raconter. Hein. Eh ben, nous, en tout cas, on va continuer à s'ouvrir. Merci, Alan, d'être venu. Je voulais encore juste dire un truc. Un petit truc, juste. Hein. Fabienne, je t'aime. Ah ben voilà, belle déclaration d'amour. Et nous aussi, on a un dernier petit truc à vous dire. Vous le connaissez, déjà une grosse dédicace à toute l'équipe présente dans les studios. Voilà, Mika, Steph, Sandrine, et puis les autres que j'ai pas vus parce que des fois ils arrivent quand je suis pas là. Voilà, ils sont dans la salle, vous savez, le wagon restaurant. Donc voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Et vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À lundi, ciao. Bonsoir.